d'être là. Eh bien, ce soir, dans le cadre des Cafés d'Ancôme, un café littéraire sur Miracle de Jean Genet. Nous avons la chance de recevoir Brigitte Bramy. Et quand je dis nous avons la chance, il s'agit de l'équipe, c'est-à-dire Eliamine Soum, sociologue, Mohamed Amiri, journaliste et auteur, Alfred Cam, réalisateur, et Ancôme. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je passe le micro à Mohamed. Merci beaucoup Anne-Marie, bonsoir, merci une fois de plus pour l'organisation des Cafés d'Ancôme. Merci à vous d'être là ce soir. Et on a le plaisir d'accueillir Brigitte Bramy, qui est une fidèle des Cafés d'Ancôme. Oui. Et je ne boude pas ma joie ce soir de t'avoir ici à cette table pour t'interviewer sur de nombreux sujets. Habituellement, tu interviens, hein, jamais avoir de propos, de réflexions, de questions, pour notre plaisir, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pour un livre que tu as écrit, Brigitte, qui s'appelle « Miracle de Jean Genet ». Alors, Miracle de Jean Genet, c'est quand même une expérience extraordinaire, parce que quand on ouvre le livre, finalement, on découvre Brigitte. Brigitte qu'on connaît ici. Hein, y a un style, il y a un amour pour Jean Genet. Il y a une déclaration même d'amour. Je préfère, et je prends la parole, bonsoir. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là et d'animer et d'avoir lu le livre et de faire tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, Mohamed. Merci bien sûr au Café Ancôme et à Anne-Marie Angler d'organiser ces cafés. Et puis bien sûr Alfred Cam et bien sûr... oui, je sais, depuis le temps. Je sentais que tu le cherchais, c'est pour ça. Non, mais je faisais une pause dans mon... Voilà, le temps d'avaler ma salive. Et effectivement, je remercie les Cafés Ancôme pour deux raisons. D'une part, de m'avoir invité aujourd'hui et ce soir. Et puis aussi comme tu le disais très justement, cher Mohamed, de faire ces cafés et puis d'organiser ces cafés, et dans lesquels je suis en général à la place partie du public. Voilà. Donc, merci Mohamed d'avoir dit qu'on me retrouve dans Miracle de Jean Genet. Mais j'espère qu'on retrouve beaucoup plus Jean Genet lui-même. On te découvre ton amour pour Jean Genet. Oui. Effectivement, c'est passionnant. Moi, j'ai envie de te poser une question pour commencer, Brigitte, si tu le veux bien. C'est de nous décrire un petit peu qui est Jean Genet. Voilà. Donc, merci. Alors, donc, ce livre, Miracle de Jean Genet, d'accord, qui a à peu près 200 pages, qui est édité aux éditions de l'Harmattan dans la collection L'Écarlate. Donc, ce livre, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Donc dans ces 10 ans, il faut effectivement compter le temps de lecture. J'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai lu à peu près pour ce livre-là 250 livres. Donc ce qui n'est pas beaucoup. C'est très relatif. Hein. Mais c'est pas beaucoup, franchement, pour un travail qui est au niveau de la thèse de doctorat, c'est vraiment pas beaucoup 250. Bon. Et donc, c'est plus au niveau de la maîtrise qu'on trouve les 250. Donc, ce livre, il est découpé en 3 grosses parties, 3 majeures parties. Il est découpé en 3 majeures parties. La première partie, c'est donc le théâtre du pouvoir. La deuxième grosse partie, c'est le pouvoir du théâtre, et la troisième grosse partie, c'est Miracle de la poésie. Donc, pourquoi Miracle de Jean Genet? Pourquoi le titre? Vous savez sans doute, je remercie également la salle d'être venue. Vous savez sans doute que Genet a écrit son 2e roman, qui est, si je peux appeler ça roman, parce que c'est... Certains ont dit, et certaines ont dit que c'était l'auteur qui a fait venir en France le premier l'autofiction, ce qu'on appelle l'autofiction, qui irait de Jean Genet jusqu'à Mesquina Christine Angot. Bon, donc il y a une plongée comme ça. Il y a une plongée horizontale, pardonnez-moi, du pléonasme. Voilà, bon. Et donc... comment dirais-je, pourquoi Miracle de Jean Genet, le titre, parce que c'est important les titres quand même. On sait que Genet a écrit
un livre qui s'appelle Miracle de la Rose. Miracle de la Rose, donc là, Miracle de Jean Genet. Miracle de la Rose, c'était quoi pour Genet? C'était le deuxième livre après Notre-Dame des Fleurs. C'était pour Miracle de la Rose, c'est quoi? C'est pas vraiment la fleur, c'est la fleur, mais c'est la rose, c'est la rhétorique. Hein, fleur de rhétorique. Moi, j'aimerais, si tu veux bien. Oui, mais juste je termine. C'est très important le titre. Parce qu'on a besoin vraiment. C'est très important le titre, ouais. Parce que Jean Genet. Ouais. Pour... Je peux terminer Okay. quand même le titre parce que c'est très très important pour moi hein, le titre. C'est-à-dire que Miracle de Jean Genet, en fait, Miracle de la Rose, c'est Jean Genet. Il a écrit Miracle de la Rose et la rose, il faut le prendre comme une fleur de rhétorique. Et dans Miracle de la Rose de Jean Genet. Jean Genet était un homme très lettré, très érudit, qui avait lu Proust, qui avait lu Ronsard. Il a avalé la belle langue française. C'était très important pour Jean Genet, la belle langue française. Hein. Pas comme Céline. C'était très, très important. Il a avalé, il en a fait l'anamnèse. Et il a recraché de façon violente et belle quand même. Voilà, son écriture. Et Miracle de la Rose, c'est très important parce que ça se situe où? Ça se situe à un moment donné. De Miracle de la Rose, où il y a une espèce de véritable fantasmagorie génitienne, et où Arcamon, qui est l'hyperpuissance virile, qui a tué et qui va être condamné à mort, eh bien, à un moment donné, toutes ces chaînes, parce qu'avant on avait aussi des menottes aux pieds aussi, hein, et puis aux mains, toutes les menottes, d'un seul coup, comme ça, quand il s'étire, se transforment en fleurs. Se transforme en rose, c'est le miracle de la rose, mais il faut voir aussi la rhétorique, la langue génitienne. Et alors, elle se transforme en rose, pas des roses rouges, pas des roses roses, des pétales de rose blanc. Et donc, c'est en fait une éjaculation poétique, spermatique, et qui est le miracle de la rose. Et moi, j'ai pris... Alors, c'est le miracle de la poésie, évidemment. Et moi, je ne fais pas miracle de la poésie, je fais miracle du poète, miracle de Jean Genet. Je te répondrai, Mohamed, qu'il y a dans l'exégèse littéraire, il y a plusieurs façons d'aborder une œuvre et une écriture. Une des façons, je dirais, académiques, c'est de partir de l'auteur, sa naissance, 1910, à Paris, 14e, à Lysia, la clinique des personnes de la DAS qui n'avaient pas d'argent, sa mère, Bonne, qui après abandonnera Jean Genet à l'âge de 7 mois, mort en 1986. Bon, à Paris, alors qu'il vivait au Maroc, né et mort en France, alors que toute sa vie, il va au contraire lutter contre les Blancs, avec un grand B, sachant que les Blancs n'ont pas forcément la couleur blanche. Et que les Noirs, les nègres, plus particulièrement, puisque c'est un concept, ne sont pas forcément noirs. Et son père, on découvrira, il n'y a pas longtemps du tout, il y a une quinzaine d'années, il s'appelait, père inconnu, Frédéric Blanc. C'est curieux, hein, il mettra toute sa vie, lui, à lutter contre les Blancs. Donc il y a une façon, effectivement, chez les exégètes, de reprendre la vie de l'auteur, aussi à cause des apports, je dirais à cause d'eux, qui est problématique, une phrase problématique, et pas grâce à l'apport psychanalytique, de mettre des liens entre l'auteur et sa vie, comme tu semblais un peu... Ça me paraît important. Alors, ça me paraît important parce que son œuvre découle de mon point de vue de ça. Non, je vais pas. C'est pas moi de le faire. Moi, j'ai dit non, je vais pas faire sa biographie ici, si vous le voulez bien. C'était simplement des éléments de biographie qui me paraissaient importants pour cerner le personnage. Mais je voudrais qu'on se concentre aussi sur le livre, sur ta passion pour Jean Genet et sur ce qui t'a amené, toi, à écrire sur Jean Genet. Vas-y, je te laisse... ah non, pas du tout, non. Tu es notre invitée, Brigitte, je te rappelle. Bon, alors, oui. Deuxièmement, on va avancer, comme disait Alfred. Donc, il y a aussi plusieurs façons. Il y a aussi des grilles analytiques, thématiques, etc. Des espèces de, comment dirais-je, les grilles littéraires pour analyser c'est quoi, il est dans quoi, il est dans le surréalisme, il est dans le structuralisme, il est dans, voilà, il décrit le portrait comme un héros moderne, enfin bref, il y a tout un attirail comme ça, des concepts méthodologiques pour analyser. Et puis,
il y a aussi les différents mouvements comme ça d'analyse littéraire, hein, et jusqu'à par exemple Goldman qui analyse de façon politique, de point de vue marxiste. Bon, tout ça c'est un travail qui doit être fait à la base. Bon, analyse sémiologique, enfin bref, à la base, on ne peut pas s'en priver. C'est comme Picasso qui à la base devait très bien dessiner avant de peindre son œuvre. C'est-à-dire, c'est pas j'arrive, je fais des gribouillis et puis voilà, je suis génial. Non, pas du tout. Et puis, il y a un choix aussi d'écrire, c'est un vrai problème, écrire sur un autre auteur. Être auteur, comme je le suis, et écrire sur un autre auteur. C'est un vrai problème déontologique même, et éthique. Moi, je me suis particulièrement attachée, non pas à la biographie de l'œuvre, non pas, bien que j'ai déjà fait ce travail en amont, non pas à essayer de le coller à des grilles, je le disais tout à l'heure, d'analyse sémantique, etc. Mais je me suis vraiment très, très approchée de ce que j'appelle le cœur du livre, le cœur de l'écriture. Le cœur de l'écriture. Ce qu'on ne fait pas si souvent que ça. Et donc, je me suis rendu compte que l'écriture génicienne était avant tout une écriture extrêmement poétique et qu'elle devenait, après coup, je dirais, si j'emploie ce mot, politique. Et j'ai fait ce travail-là de bien regarder là où c'est poétique et là où ça devient, de façon presque mécanique, politique. Je voulais vous le dire en exergue effectivement, comment un auteur arrive à écrire sur un autre auteur. C'est vraiment carrément une grande difficulté. Il y a une phrase, je ne sais pas qui, j'ai pas tellement de moments, qui dit cette phrase, qui a dit ça, et j'ai essayé de m'y atteler. Surtout, quand vous écrivez sur un autre auteur, faites tout pour que l'auteur, s'il pouvait lire ce que vous avez écrit sur lui et sur son œuvre, surtout, n'ait pas à pleurer, ne pleure pas. Voilà. Donc, je me suis attachée à ça. Et donc, je découvre Jean Genet comme le plus grand poète du XXe siècle. Dans quelles circonstances tu le découvres, Jean Genet? Oui, je le découvre personnellement. Oui, donc moi j'essaye. La personne qui écrit c'est pas important. C'est important politiquement, puisque par exemple, moi je suis très proche, même si bon, je suis pas une spécialiste de la théorie queer, féministe queer, QU2ER, et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on dit voilà, par exemple, je suis Brigitte Brami, une femme lesbienne, racisée ou pas. Donc c'est important. D'où vient l'information et qu'il n'y a pas une espèce de grand neutre, c'est-à-dire homme blanc, intelligent et voilà, et qui a sa carte d'électeur. Voilà. Donc ça c'est très important effectivement. D'où l'on vient. Le fait d'être décalé, tu veux dire, c'est ça d'une certaine manière. De ne pas être dans la norme que nous impose un peu cette société. C'est-à-dire que quand on dit, ça irait trop loin, mais disons que on a chacun et chacune ses particularités et le modèle comme ça de l'homme blanc un peu bourgeois qui parle de livres, j'espère que notre postmodernité, même si je n'aime pas beaucoup, a réglé ce problème, quoi, en disant qu'on parle tous d'un lieu, d'un endroit qui est quelque part, qu'on parle de soi, qu'il y a du sentiment, qu'il y a de l'affectivité, qu'il y a de l'histoire et de l'expérience derrière les livres que nous écrivons. Alors, moi, c'est très simple. J'ai rencontré Genet en maîtrise de littérature. C'était double cursus, mais c'était là, cette fois-ci, en art du spectacle, mention théâtre, très théorique, à Paris 3, en maîtrise. Une femme extraordinaire, qui est une romancière, une dramaturge, Marie Redonné, pour laquelle j'ai travaillé après pour une grande émission, excusez-moi le lapsus, pour une grande, exposition, dont elle était la première commissaire, moi j'étais la première assistante, sur Jean Genet et le monde arabe, qui a duré pas mal d'années. J'étais, moi, chargée de collecter des documents iconographiques concernant Genet, et aussi de faire une espèce de consultation par rapport aux auteurs, aux artistes qui venaient nous proposer, par exemple, des choses pour cette exposition. Ce que je veux dire, c'est que tout est dans l'écriture de Jean Genet. Et c'est pour ça qu'à la rigueur, de façon éthique, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont parlé de Jean Genet, quelque part,
elles ont tiré la couverture, si je peux me permettre de façon triviale. Jean-Paul Sartre, on s'en souvient, en 1952, fait inédit dans la littérature française et même étrangère, a écrit Saint-Genet, comédien et martyr. Ça devait être l'œuvre de Jean Genet chez Gallimard. Et ça a commencé par un livre qui n'était pas, qui faisait pas partie de l'œuvre de Jean Genet. C'est-à-dire, Gallimard se met à vouloir éditer l'œuvre de Jean Genet et commence par un livre de Jean-Paul Sartre, ce qui est un peu aberrant. Oui. Saint-Genet, comédien et martyr. Saint-Genet, comédien et martyr, je vais en parler. Ça l'a beaucoup choqué d'ailleurs, Jean Genet. Absolument. Pendant 10 ans, il n'a plus écrit après ce livre de Sartre. Absolument, oui. Une très grave crise existentielle, absolument, tu as raison. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Sartre, hein? Eh ben, il s'est servi du matériau Genet, hein, pour en faire un exemple, comme il fait souvent Jean-Paul Sartre avec les auteurs, avec Flaubert, etc., un exemple dans sa théorie de l'existentialisme. Donc c'est encore une espèce d'abus. Si je pouvais parler de façon un néologisme, je dirais que c'est une OPA de Sartre sur l'écriture de Jean Genet. On a été de façon très sérieuse et très récurrente, très répétée, etc. On a été interviewés, on a été interrogés. Je suis allée dans le Morvan, moi aussi. Toutes les personnes, depuis l'enfance, depuis les petites classes, parce que c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, là. C'est une vraie question. Et je pense même que c'est la question en majuscule, actuellement. Actuellement, dans la modernité. Quand on parle de Genet, j'en ai la chair de poule, on se dit, est-il antisémite? Alors que c'est pas une vraie question, ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais si. Je veux dire que dans les exégètes, dans les livres qui sont écrits actuellement sur Jean Genet, c'est la question. Alors on se pose, c'est bizarre, parce que pourquoi un très grand écrivain, le premier poète du XXe siècle, pourquoi on lui pose, est-ce que il est antisémite ou pas? Je veux dire, c'est une façon, j'ai envie de dire, et alors, si je pousse dans la provocation, quoi. Bon. Ah oui, mais enfin, non, pour le coup. Non, mais je veux dire, on n'est pas... Jean Genet, il a connu les gardes à vue et les audiences, ça y est, c'est bon, hein, merci, quoi. Voilà, ça suffit. Non, je peux dire qu'il n'y a aucune trace d'antisémitisme dans toute sa vie. Et j'ai trouvé, justement, en parlant avec une amie hier soir, on s'est dit, pourquoi... Alors après, je vais répondre à ta question par rapport à ses écrits. Après, on s'est dit, mais pourquoi Jean Genet n'a pas-il été antisémite? On s'est posé la question. Et on a trouvé une réponse hier soir, pas plus tard qu'hier soir, avec une femme prof de fac et tout. Et en fait, j'ai eu une réponse parce que, effectivement, pourquoi dans son enfance, pourquoi dans son adolescence, pourquoi dans la France qui était, je veux dire, il y avait des antisémites, il n'y avait pas des antisémites, enfin, il y avait un peu tout. Pourquoi n'a-t-il jamais été antisémite? C'est cette question qu'il faut poser. Pourquoi n'a-t-il jamais été antisémite? Oui, parce qu'il y a des antisémites partout, je veux dire, c'est la vie, quoi, d'être antisémite, de pas être antisémite. Non, mais je plaisante. Notamment la période à laquelle il a vécu, peut-être. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Non, mais c'est très sérieux. Oui, non, il faut pas rire. Pourquoi il n'a pas été piqué par finalement l'antisémitisme? Vraiment, je suis contente hein, que tu. Tout simplement parce que il s'est engagé, etc. Et quand il avait 18-20 ans. Il a déserté et il a fait le tour de l'Europe. Au moment, il est né en 1910, 20 ans en 1900, au moment de la levée du fascisme, de la montée du fascisme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait le tour de l'Europe à pied. Quand on lui a dit, mais bravo, vous n'avez pas fait le tour du monde, mais vous avez fait le tour de l'Europe, il dit, non, j'ai simplement été chassé de chaque pays. Donc ça fait que je fais le tour de l'Europe. Et en fait, pourquoi il n'a pas été antisémite? Jamais. Parce que justement, il a fait. Lydie Datas le compare à Jésus-Christ. Il a marché. Et il a vu le fascisme monter. Voilà pourquoi il n'a jamais été antisémite. Pourquoi l'a-t-on accusé d'antisémitisme? Oui, c'est très simple. Alors, on l'a accusé d'antisémite parce que, en fait, dans son œuvre, si vous voulez l'accuser, par exemple, de quelqu'un qui déteste les Noirs, si vous voulez l'accuser de tout, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Hein. Bon. Ouais. C'est toujours au second degré. Voilà, exactement. Voilà. Donc, pourquoi l'a-t-on accusé d'antisémitisme? Il y a plusieurs versions. Non, mais j'aime bien je suis contente parce que. Pourquoi? Parce que, en fait, d'abord,
son combat auprès des Palestiniens. Mais combattre auprès des Palestiniens n'est pas une preuve d'antisémitisme, je ne vois pas le rapport. Je veux dire, moi, je combats auprès des peuples opprimés, etc., y compris les Palestiniens. Est-ce que je suis antisémite? Non. Je suis peut-être antisémite. Toi-même, tu es d'origine juive, hein? Oui, donc j'ai le droit, ça passe vite. Tu as le droit d'être antisémite. Non, mais enfin, fille je le précise. Grand rabbin de Tunis. Ton grand-père? Oui, il est mort d'une typhoïde à l'âge de 35 ans, mais il avait le poste. Il était grand rabbin de Tunis. Il allait le devenir, mais vraiment, c'était pressenti, comme on dit au Café de Flore. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis très à l'aise pour parler de ça. Et je dis qu'il a été auprès des Palestiniens, mais pourquoi? Parce que, je veux dire, ceux qui n'ont pas été auprès des Palestiniens dans les années où il a été, je veux dire, c'est eux qu'il faut interroger. Il ne faut pas prendre les choses de façon inverse. Quand tu as un peuple qui souffre, quand tu as un peuple qui est colonisé, etc. Mais pourquoi tu n'es pas avec le peuple le plus faible? Pourquoi tu es avec les forts? D'accord? Pourquoi tu es avec les puissants? C'est comme ça qu'on devrait poser la question. Et en fait, effectivement, il a été, Laïla Chaïd est venu dans les années 70, il frappait à la porte de son hôtel, dans le 13e, et lui a demandé de faire ce combat. Il était très content, il y a été, il était très malade et très content d'y aller. Et avant, il avait fait le combat auprès des Palestiniens, des Black Panthers. Et ce qui est très important, parce que tu soulèves un truc très très important, c'est que quand il est aux côtés des Black Panthers, des Panthères Noirs, et quand il est aux côtés des Palestiniens, il ne fait, a-t-il dit, j'ouvre les guillemets, c'est une véritable citation, il ne fait que son travail de poète. Et là, je crois qu'on se retrouve, on se retrouve là dans les premières questions que tu posais. Oui, c'est-à-dire aller dans la réalité et être politique, c'est être avant tout, à la base, un poète. Voilà. Et puis aussi, effectivement, on a parlé avec Albert Duchy il y a un an à peu près, et il m'a dit, vous savez, Brigitte, vous savez, il faut séparer l'humiliation de l'antisémitisme. Il m'a dit, il y a une extrême droite française qui est très antisémite et qui a effectivement, au niveau du pourcentage, a peut-être apparemment baissé. C'est pas moi ce que je dis, j'ai bien dit, a peut-être baissé au point de vue du pourcentage, mais qui est là. Non, mais ce que je veux dire, qui est là, mais de façon très subtile. Et puis, par exemple, il y a ces histoires, etc., d'attentats, de tout le bordel, etc. Ce n'est pas de l'antisémitisme, du tout. Ce ne peut pas être de l'antisémitisme, ça. C'est de la colère, c'est de l'humiliation, etc. Mais c'est un truc frontal. Bon. Et il m'a dit, les personnes qui sont très antisémites, mais de façon, il vous téléphone et il vous dit, ah, bah, vous allez rencontrer le directeur de l'IMEC. Voilà. Un mec d'extrême droite antisémite. Et pas forcément le Front National, hein, dans les belles familles françaises. Il dit Albert Duchy, et il rajoute un temps, un juif, très calmement. Il a dit ça, c'est de l'antisémitisme. Mais le mec qui téléphone en disant « Ah, j'en ai marre, il y a les juifs partout, j'en ai ras-le-bol, il me fait chier ce mec, moi aussi je suis diplômé, moi aussi, du truc, on peut pas me mettre, moi, à la place. » Il dit « C'est pas un antisémite. » C'est un humilié. Voilà. Voilà. Il a dit ce n'est pas un antisémite. Il aurait dit de n'importe qui. Oui. C'est pas un antisémite, c'est pas possible. Enfin, ça c'est Albert Duchy, c'est pas moi. Hein. Le fait d'appuyer sur le sur l'origine juive de la personne. Albert Duchy, c'est pas les gens qui vraiment disent un juif c'est pas un être humain, hein, ça nous a tout le temps. Mais un juif c'est quoi et c'est de quoi. Voilà le truc. Ça, c'est pas en colère, c'est plus. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, Jean Genet, j'ai envie de dire de façon très basique, hein, de ce qui se passe en ce moment en France et de la poussée du Front National. C'est pour ça que je fais une parenthèse sur ça. Voilà, on retrouve dans les années 80. J'étais très étonnée parce qu'il est tellement provocateur, Jean Genet, hein, que je me disais tiens, il peut être à la rigueur dit voter Marine. Il est tellement. Mais non, dans les années 80. Comment il s'appelle? Il est très connu. Il est aux éditions Gallimard. Laurent. Je sais plus, c'était un des personnes qui était qui touchait le ça va me revenir, qui touchait qui était le garant de l'œuvre de Jean Genet.
comment il s'appelle? Excusez-moi, hein, c'est vraiment un mec qui est maintenant très très âgé, je ne sais même pas s'il est mort, mais il était vraiment, Gallimard, après sa retraite, lui a laissé son bureau. Et il m'a dit que dans les années 80, il lui écrivait des lettres en disant que c'était catastrophique, que c'était inadmissible, qu'un parti arrive, s'érige au nom du racisme. Ça, moi-même, je suis étonnée, je vous dis la vérité, parce qu'il était tellement provocateur, Jean Genet, que je me disais, il va aussi dire comme Hitler. Non, non, pas du tout. Il était très triste de ça, et il y a des lettres qui l'attestent, écrites de sa main. D'accord. Il aurait été triste finalement de tout ça, au final. Absolument. Ah oui, oui, oui. Et il ne comprenait pas, et au tout début des années 80, genre vers 83, je crois, il dit, mais c'est pas possible que nous... Ah oui, justement, là, pour le coup, il dit, nous, en France, on a... Parce qu'il détestait l'Allemagne. Et il disait, voilà, en Allemagne, je ne peux même pas provoquer, parce que c'est tous des salauds, tous des voleurs, donc si je vole, c'est pas grave. Voilà, il aimait voler en France, il aimait voler dans un pays affectif, où on va lui faire de la morale, où on va... c'est vrai, c'est lui écrit, hein, et où il aura une réaction, où ça sera le voleur. Et il dit, en Allemagne, j'ai même pas l'impression de voler. Comment? On vole, mais français. Mais, alors là, je t'adore, Jean-Michel. Alors, je vais t'expliquer. C'était un patriote. Il est Voilà, j'en reviens. Lydie Data, qui est la femme de les trucs romanesques que j'apprécie plus du tout. Hein. Je le dis la vérité, ça sera coupé, j'espère, en montage. Écrit un livre, La chaste vie de Jean Genet, en le comparant à Jésus-Christ. Et à la fin, elle dit, il a été voleur, il a été en prison. Il a eu une vie de... Tous les doigts se sont pointés sur lui. Il a, le plus possible, exécré la France. Il a été comme une espèce de contre-ambassadeur dans tous les pays pour dire la France est de la merde. Voilà. C'était vraiment... Voilà. Toute sa vie, il répétait, même quand il était très âgé, cette scène avec l'instituteur, etc. Et elle a dit, mais c'était un type. Il volait, il était profondément juste. Il criait, il était profondément bon. Il n'aimait pas la France, il l'aimait profondément. Cocteau et Sartre disaient de lui qu'il était le génie de leur temps. Absolument, merci de dire ça. C'est-à-dire que Cocteau, en fait, avant les années 40, et puis vous voyez comment... Les années 40, hein, quand même. Avant les années 40, ça n'existait pas un écrivain qui, en France, n'écrivait pas, par exemple, je suis homosexuel, oui, mais j'ai eu plein de problèmes quand j'étais petit. Voilà, il disait ça, voilà. Mais Genet, Genet n'a jamais travaillé de sa vie. Bon, mais Genet, il a volé, ce qui était un travail pour lui, et puis... oui, voilà, exactement, il a cambriolé. Voler français, c'est oui, voilà, bravo, c'est ça, oui. C'est un métier. La plume Monseigneur, il a fait pas mal de choses. Il a été, le seul travail qu'il ait eu, il avait une bouquiniste. Il avait sur les quais une petite comment dirais-je, je me suis aperçue que c'était gratuit en plus, hein, donc on a dû lui donner gratuit. Et puis alors comment il était vraiment Jean Genet, c'était attention, référence livresque, il savait qu'est-ce qui se passait avant tout le monde au niveau où la littérature allait aller, etc. Et comment il avait ses livres qu'il vendait à votre avis? Eh bien il est volé. Voilà, il est volé. Et un choix judiciaire. Et alors, en audience, il y a Jean Cocteau, il y a Jean Marais en premier rang, et il y a Maurice Garçon, qui est le plus grand avocat à l'époque. Il dit à Jean Genet, le juge, mais vous savez le prix d'un Verlaine, d'une édition spéciale, que vous avez volé, vous le connaissez? Alors Jean Genet, il dit, je ne connais pas le prix exact, mais j'en connais sa valeur. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Entre le prix et la valeur, effectivement, oui, voilà, c'est magnifique. Et en fait, Jean Genet, comme ça, connaît un homme qui a été résistant d'ailleurs, et qui connaît Cocteau. Hein? Alors comme ça, son livre, son manuscrit, hein, tapé, est tombé à l'époque, vous savez que Cocteau, alors là, il décidait de la pluie et le beau temps. Et autant Jean-Paul Sartre était après un intellectuel, autant Cocteau, c'était quelqu'un qui était partout, qui décidait de tout. Et il lit le livre Notre-Dame des Fleurs, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est toute cette mythologie
homosexuels, des tantes, etc. Personne n'avait osé écrire. Et puis comment écrire magnifiquement bien. Et il convoque Genet quelques jours plus tard. Et il dit, et Genet, il paraît, était très fermé sur lui. Et Genet, Cocteau écrit dans son journal, il a la tête d'un boxeur, il a l'air fermé et méchant, Genet. Et quand je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, Jean Genet, mais personne ne va vouloir de ça à Paris, vous êtes fou. Il m'a regardé comme il doit regarder un de ses jours. La bombe Genet venait d'éclater. Le lendemain, je le relis, et voilà, on le publie. Il a demandé, Cocteau a demandé carrément à un de ses amis de devenir éditeur pour publier Jean Genet et le vendre sous le manteau. Voilà. Et après, la machine est en route. Après, malheureusement, alors il va après laisser tomber Jean Cocteau parce que c'était quelqu'un qui devait se débarrasser de ses consolateurs. Et c'est un éternel solitaire finalement. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en parle. Il a beaucoup souffert de la disparition de son compagnon. Son compagnon qui était Abdallah Pentaga. Hein. Il y a eu une grande histoire d'amour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et il faut faire attention ici d'ailleurs, c'est que quand on est trop dans, disons, comment dirais-je, l'identification génétienne, il y a risque mortel. Hein. Bon, il y a péril en la demeure. Ce qui se passe, c'est qu'il avait un agent qui s'appelait Freshman et qui était juif. Et jamais, quand vous lisez tout, il écrivait beaucoup de lettres, hein, Jean Genet, beaucoup. Jamais, mais jamais, il dit c'est un juif. C'est après les gens qui croient qu'il est et qui veulent le croire comme antisémite, qui ont cherché les lettres et qui ont dit tiens, est-ce qu'il y a quelque chose antisémite? Mais pas du tout. Je veux dire, c'était même pas relevé qu'il était juif. Qui se suicide parce que Jean Genet n'est pas assez présent, n'est pas assez affectif. Et Abdallah, effectivement, ça va être un drame dans sa vie. Abdallah, il a fait devenir un funambule, hein, marcher sur la corde, et puis il était... Au propre comme au figuré d'ailleurs. Oui, merci, oui, tout à fait. Et c'est vrai que Genet voulait que ce soit le grand funambule. Il devait être un Pygmalion, mais très autoritaire, très violent, l'appelant tout le temps et ne répondant jamais au téléphone. Et puis un jour, il est chez des amis, Jean Genet, et puis Abdallah, le pauvre mesquine, il a eu un accident de la jambe, à cause de, enfin je ne vais pas dire à cause de Genet, mais bon, en suivant l'exigence tyrannique de Genet. Et puis Genet, il se dit, mais c'est foutu, il ne pourra plus être le funambule que moi j'ai dans la tête. Il appelle, Abdallah, et on le retrouve, il s'est suicidé. Parce que Jean Genet n'a pas répondu au téléphone. Finalement, c'est une chute qui l'a tué. Tout comme Jean Genet, on y reviendra un peu plus tard, puisque c'est une chute, merci, effectivement, aussi qui l'a tué. Moi, j'ai envie de te poser une question. Ce livre, Brigitte, tu l'as écrit, tout à l'heure, je faisais référence à une phrase de Jean Genet lorsqu'il dit qu'il a toujours écrit en prison parce que c'est ce qui le libérait de la tôle. T'as fait toi-même? Concrètement, c'est ça qui est fou. Non, mais oui, mais l'image est superbe. L'image est superbe. Comment pousser les murs à travers l'écriture, et il l'a fait divinement bien. Oui. Alors, je ne trahis pas un secret en disant que toi-même, tu as été emprisonné, incarcéré. Absolument, à 2 reprises. À 2 reprises. Est-ce que c'est dans ces périodes-là que tu as trouvé aussi la liberté? Alors, c'est une très belle question que tu me poses. Aujourd'hui, c'est les vraies questions. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à te remercier. Mais je t'en prie, Brigitte. Franchement, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis mise d'abord dans l'idée que il fallait être incarcéré pour écrire, pour être un poète, à l'instar de Genet, pour écrire, etc. Et c'est vrai qu'on a 9 mètres carrés, tranquille, c'est pas mal à la prison, mais si les gens le savaient... Non, faut pas le dire. Ils voleraient tous. Faut pas le dire. Non, mais vous riez, mais faut pas le dire. Faut pas le dire que la prison c'est très bien. Faut pas le dire. Mais c'est vrai. Mais personne ne me croira, donc ça va. C'est très bien pour écrire. Non, on est logé, nourri. Quand il y a un problème, quand je suis angoissée, bah, là je suis toute seule chez moi. Mais là tu frappes à la porte, on t'emmène un psychologue. Non, c'est franchement, heureusement que vous ne le savez pas. Bon, bref.
Mais c'est dingue parce que c'est vrai. Seul l'invraisemblable est vrai, disait Aristote dans sa poétique. Est-ce que c'est pas le meilleur endroit aussi pour trouver de la liberté à travers son écriture aussi? Voilà, je pensais ça. Et la fois dernière dans mon incarcération, ça m'a servi, et j'ai lissé le Miracle de Jean Genet, et je me suis dit, je me suis plantée. C'est pas parce que tu es en prison, Nogé, Loury, gentil, puis les surveillants sont très agréables avec moi. Enfin, il faut dire la vérité. Bon, on me considère comme une petite reine, voilà. Bon, et à Noël, tu as des cadeaux, tu as du parfum, tu as du chocolat. On a le colis de Noël, quoi. C'est génial. Voilà, oui, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, oui. Et plusieurs même. Et alors, non, mais pour rebondir, je me suis aperçue qu'en fait, c'est depuis, c'est très important, c'est depuis la cellule, espace vital, un petit endroit du monde, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on va écrire, parce qu'on on regarde le monde depuis un endroit qui est en dehors de l'humanité et du social. C'est ça, je me suis plantée. C'est ce qu'aimait faire Jean Genet. Voilà, et vous savez pourquoi je me suis aperçue de ça? Parce qu'en fait, d'abord, je l'ai vécu, hein, et c'est vrai qu'il y a une force métaphorique. Par exemple, ça a été l'horrible, hein, l'horreur cette fois-ci, mais c'était bien quand même. Donc, je regardais, il y avait des corbeaux noirs en hiver. Il y avait des arbres qui étaient déplumés, si je peux employer cette métaphore. C'était d'une tristesse, j'avais une vision, il faisait froid, et à un moment donné, je regarde un arbre décharné, triste, dans la cour. Et avec des corbeaux, avec la neige, des corbeaux qui s'étaient mis. Et il y a une voix intérieure qui m'a dit, tu vois, Brigitte, tu l'as ton arbre de Noël. Alors, ça suffit maintenant. Tu l'as ton arbre de Noël, ça suffit maintenant. Hein. Bon, tes sérénades. Et j'ai trouvé, et je l'ai écrit. Et Jean Genet, quand il a été en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Et ça, très peu le disent. Et pourtant, je m'y suis arrêtée et j'ai découvert ça à l'intérieur de la cellule. Quand il rentre dans la cellule, qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, il y avait le règlement intérieur. Il prend le règlement, il le retourne physiquement, réellement, et il met les photos des mecs qu'il a collées avec de la mie de pain qu'il a découpé dans les journaux, ces assassins. Ça y est, c'est devenu un écrivain en faisant ce geste. Il retourne le monde, tout simplement. Il est resté en tout, donc sur une très longue période, il est resté 7 ans. Mais ce qu'on ne sait pas, et j'ai même pas envie de le dire parce que c'est méchant pour lui, c'est qu'il a fait 7 ans d'engagement militaire aussi. Il était à la Légion étrangère, il faut le préciser. Non, c'est pas... Alors, ouais, on a l'habitude de dire ça, moi-même je le dis, ouais. Mais paraît-il que c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait la Légion étrangère. Non, c'est plus un engagement classique. C'est un service. Alors, justement, ça c'est très important parce qu'il a vu le monde arabe, il a connu grâce à ça le monde arabe. Oui. C'est très très important. Il a découvert le Moyen-Orient, en fait, le monde arabe grâce à la Légion. C'est un service de coopération. D'occupation, pardon. D'occupation. Non, c'est Marie Redonné de coopération. D'occupation. On a changé la coopération. L'occupation, on l'a transformée par une colonie mentale. Oui, c'est ça. Et en fait, il était censé. Ne rien foutre en fait quand il a été engagé. Ce qu'il aimait en dehors de l'écriture le plus. Il a lu beaucoup, oui. Et puis alors, il a été... Quand je vous dis que Jean Genet, c'est un révolutionnaire avant l'heure, et de façon, je dirais, sa façon de vivre, quoi, d'être au monde, sa façon de fonctionner dans le monde, c'est qu'il était au Maroc, il a été à Meknès, etc., etc. C'est là qu'il a commencé à avoir son concept de jouer aux cartes sans cartes, parce qu'ils étaient pauvres. Il était avec les Arabes, ils s'en foutaient des autres soldats, c'était des cons, etc. Et il jouait, et il y avait tellement peu d'argent qu'il n'avait pas physiquement le jeu de cartes. C'est là où il était enterré, hein, aussi, il faut le préciser. Hein. Ça l'a marqué cette période-là, au Maroc. Oui, attendez, comment ça s'appelle l'Arrache. Non, là, attendez, j'ai un trou. Ça existe, comme l'Arrache, non. L'Arrache, c'est en Algérie, c'est un quartier d'Alger, l'Arrache. Non, c'est pas ça alors, c'est à... Je sais pas, c'est au Maroc. Oui, le cimetière... D'ailleurs, il y a beaucoup d'Espagnols, le cimetière. Je crois que c'est à Tanger, n'est-ce pas? Non. L'enterrement, non, c'est pas à Tanger. C'est à l'Arrache, je crois, non? On va regarder ça. Moi, quand j'ai lu ton livre, Brigitte, le sentiment que j'ai eu je vais employer un terme un peu grossier que vous me pardonnerez si vous le voulez bien, mais dans le sens très positif, c'est que Jean Genet a niqué un peu ta vie. Alors. On peut dire ça et on peut dire le contraire. C'est vrai. Il y a... Elle aurait pu, s'il avait été vivant. Non, mais je réponds parce que
évidemment, on me l'a dit, parce qu'évidemment, c'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est tout le contraire aussi. C'est-à-dire, c'est dans une espèce de dialectique où, voilà. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est vrai, que j'ai fait de la littérature appliquée. Au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'avant de lire Genet, j'étais jamais allée en prison. D'accord. J'ai fait une identification massive à Genet, et c'est vrai que quelque part... Mais je suis ravie parce que je me rends compte de façon très... Le terme que j'emploie, c'est dans le bon sens. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il a révolutionné ta vie. Il y a les deux. Oui, absolument. Mais il y a les deux. C'est-à-dire que par rapport à un petit bourgeois moyen, qui n'est pas intellectuel, qui ne lit pas beaucoup, etc., effectivement, c'est ça. Par rapport à un vrai intellectuel, un poète, c'est le contraire. Mais aussi moi et tout le monde. Il y a les deux. Tu as raison. Jean Genet, c'est un homme qui a vécu tout au long de sa vie dans des hôtels de Paris, des hôtels un peu miteux. Oui, tout à fait, mais il s'est après attaché à l'hôtel Rubens, qui est dans le 13e. Dans lequel il a fait une chute. Ah oui, c'est le Jack Hotel, parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel Rubens. Dans lequel il a fait une chute et... Hélas. Si tu peux nous raconter la suite, voilà. Ça nous amènera tout doucement vers Mais je suis très contente de fin. ce café parce que franchement, il y a des questions qui ont été posées qui ne sont jamais posées. Et Anna est au courant puisque c'est une fille. Jamais on m'a posé les questions. Non, franchement, jamais. Bon. Et je suis vraiment ravie parce qu'elles sont dans une espèce d'inconscient, dans une espèce d'intime. Vous savez, quand les personnes elles disent « Ah, vous l'avez pas vu, mais vous l'avez pas dit, mais vous l'avez pensé tellement fort que je l'ai entendu. » Voilà. C'est ça, et toi tu l'as dit, merci beaucoup, franchement. Hein, c'est le tir de l'arrache. Voilà, l'arrache au Maroc, voilà. Mais lorsqu'il chute. Alors, voilà, alors il faut dire qu'il vivait accompagné d'une valise dans laquelle se trouvaient des manuscrits et des lettres de ses proches. Ça c'est dans les années 30 lors de son tour de... Ça c'est effectivement un truc dans les années 30. Alors, est-ce que c'est un mythe ou pas ? Oui, alors, dans cet hôtel, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit rendre les dernières épreuves de son livre Un captif amoureux qui a été édité post-mortem. Il doit rendre les dernières épreuves d'un captif amoureux, qui est un livre magnifique. Et il commande depuis le Maroc, il téléphone et il dit à son hôtel, qui était presque son logis, quoi. Il dit à l'hôtel Rubens, Paris 13e, je voudrais réserver pour... Eh bien, dans la nuit du 13 au 14 avril. Je crois que c'est ça, ou du 14 au 15, mais je confonds. Et ce qui me fait dire des bêtises, c'est Simone de Beauvoir et Sartre, parce qu'ils sont tous le week-end, ils sont morts ensemble. Enfin, pas ensemble, mais dans le même week-end. Et l'hôtel Rubens a dit non, il y a une fête, ou je sais pas quoi, on peut pas, il n'y a plus de place. Donc, il se reporte sur l'hôtel, le Jack Hotel, qui est pas loin, dans le 13e, mais qui est pas loin de chez moi. Et il y va, et comme il prenait beaucoup de Nambutal, qui est maintenant interdit en France, ça faisait partie de la classe des barbituriques. Il était en dernière phase, à cause de ce cancer. Ce qu'il faut savoir que ce cancer a duré énormément de temps, plus de 10 ans, et que tout ce qu'il a fait politiquement par rapport en soutenant les Palestiniens, etc., il était déjà malade, il faut le savoir, ça c'est très important. Bon, c'est-à-dire que c'était un mec malade, un écrivain, un poète, qui allait quand même, hein, qui prenait, voilà. Puis il était interdit aux États-Unis, donc il devait comme ça aller, c'était très compliqué d'aller en Palestine pour lui, très très compliqué, je veux dire physiquement, quoi, bon. Et donc ce qui se passe, c'est que il va se lever pour aller aux toilettes, pour faire pipi. Il ne connaît pas du tout l'ergonomie de l'hôtel, d'accord ? Et il y a un truc qui n'aurait pas existé en 2015, parce que on essaye que les hôtels soient aux normes françaises, pour revenir à son amour de la France et sa détestation, et qu'il y a une marche, on ne sait pas pourquoi, la légitimité de cette marche, de son lit, de la chambre aux toilettes, il va se casser la figure et il va effectivement mourir comme mon propre père, d'accord, par une chute pratiquement au même endroit, il va mourir. Mais ce qu'il faut savoir, et le lendemain, alors qu'il a quitté la France pour le Maroc, le lendemain, c'est une femme de chambre marocaine qui découvre Jean Genet mort. Bon. Et ce qui se passe, c'est que voilà, donc il était quand même en phase terminale. Hein. C'est un homme exceptionnel, on t'a senti très ému parfois quand tu parlais de lui. Oui.
Moi, j'aimerais te laisser le mot de la fin, Brigitte, pour nous résumer en une phrase ou plusieurs ce qu'il représentait à tes yeux. Et pour nous donner, Eliamine, peut-être un mot. Non, je voulais savoir. Le micro, oui. Une seconde. Hein. Quand tu disais sur la prison qu'il aurait aimé qu'on dise qu'il est resté plus longtemps, jusqu'où en fait c'était une posture à ton sens voilà. Jusqu'où sa vie aussi parfois c'était une posture. Il y a tout ce jeu de toute façon dans la littérature, dans l'écriture. Tout à fait, Eliamine, tout à fait. Merci pour la question. C'est-à-dire que en fait, comme je disais tout à l'heure, ce que tu appelles posture, lui il disait carrément de façon sans complexe, hein, ouvertement, c'est légende. J'écris ma légende. Voilà, donc ça correspond à ce mot posture. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que s'il n'avait pas cette peur, cette crainte d'être relégué à vie au bagne de voilà quoi, je pense qu'il aurait continué. Et je pense effectivement que ça fait partie de ce qu'il appelle ma légende. Et la preuve en est, c'est qu'il est passé, mais ça il n'aurait pas aimé que je le dise, il est passé autant de temps en tant que soldat français. Pourquoi ? Pour fuir la prison, pour avoir une petite rente que donnait l'armée. C'est pas vraiment la Légion étrangère, je crois que c'est l'armée étrangère. C'est très la différence est très fine. Et il est passé beaucoup plus, enfin pareillement exactement en tant que soldat pour occuper Meknès, il a été un peu partout. Hein, il a vécu comme il avait vraiment envie de vivre, Jean Genet, c'est ça qui est extraordinaire. Disons que, et j'ai pensé, par rapport évidemment à mes propres soucis actuels, je me suis posé la question et je me suis dit, et si la question c'était pas vivre comme on voudrait, et si la question c'était accepter tous les temps de la vie, tous les temps, de tout ce que donne la vie, et être supérieur au niveau moral, évidemment. Bon, je ne suis pas de la race élue. Enfin, tes origines, en tout cas, l'attestent. Hein. Alors, j'espère que Alfred va garder. C'est très important. Non, c'est pas la peine de rire, Anna. Non, je suis allée en prison et je suis allée chez Joël, qui était l'aumônière, et j'ai dit, franchement, c'est vrai que dire qu'une race est élue, franchement, ça crée la guerre automatiquement. Alors, elle m'a dit, mais vous êtes folle ou quoi ? Elle me dit, comprenez bien, la race élue, c'est pas avoir une Mercedes, une belle voiture, gagner beaucoup d'argent. C'est au niveau, en tout cas c'est catholique, c'est au niveau, c'est la race élue, c'est-à-dire la premier monothéisme, pour transmettre spirituellement, et non pas matériellement, du tout, le monothéisme, la religion, voilà. Et donc là, j'ai dit, ah bon, mais ça change tout. Alors elle me dit, eh bien oui. Donc je ne sais pas si c'est elle qui a raison, ou si c'est la façon dont on parle de race élue. Elle a dit... Mais on ne dit pas. Non, je suis désolée. Non, mais au niveau, quand on parle de race élue, on dit il a un bon poste. Mais... Non, oui. Je pense que c'est plutôt comme ça, mais on va pas... On va pas rester trop longtemps. On va pas rester trop longtemps sur le peuple. Ce soir, je crois que nous sommes tous élus. Ah, bravo. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir surtout. Et on va simplement terminer, Brigitte, parce que c'est passionnant la façon dont tu en parles. Mais tes questions sont vraiment et la façon dont tu l'incarnes. Je pense qu'il serait fier, Jean Genet, de toi. Oui, je voulais dire qu'en fait, dans la vie, même si on vit des moments qu'on ne comprend pas, je pense, qu'on ne comprend pas, qui sont extrêmement violents, au-delà de l'imaginable, et ben, il faut bien les livrer aussi. Il faut dire, voilà, je suis complètement dématérialisé quelque part, truc et tout. À la rigueur, je suis clochard, comme dans Journal du voleur à Barcelone. Et ben c'est bon la vie quand même. Voilà. C'est magnifique. Et enfin, je terminerai par une ironie que tu me pardonneras. Il faut aussi faire attention à la marche. Mais Jean Genet est un génie. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je tiens à remercier Anne-Marie pour l'organisation des cafés d'Ancom avec des sujets toujours très variés. Et ce soir, ça a été un vrai plaisir de recevoir Brigitte. Le miracle de Jean Genet, je vous le conseille. Un vrai régal. Un vrai régal. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous. On se retrouve au mois de janvier, le 13 précisément, pour un café sur le Yémen. On espère vous y retrouver nombreux. Anne-Marie, est-ce que tu veux ajouter un mot ? Respect.
Voilà, respect à toi, respect à Brigitte, respect à vous aussi. Merci d'avoir été là en tout cas. Et rendez-vous le 13 janvier pour le prochain café d'Ancom. Merci infiniment. Merci Anne-Marie. Merci Brigitte. Merci.